ground control to take your protein pills and put your helmet on. 10, ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6, commencing countdown, engines on. Bonjour et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission Cinéma, l'émission David Bowie. Non, peut-être pas, jamais. Enfin si, il y aura un biopic. Oui, mais il a joué dans plein de grands films. Oui aussi, mais il va y avoir un biopic sur... Ah, c'est étonnant. Par les mecs qui ont fait Spider-Man New Generation. Ok. Voilà, oui, ça a été annoncé il y a quelques jours. On verra bien. Bonjour bon. Donc pour cette émission, nous parlons David Bowie, mais pourquoi ? Parce que forcément le morceau Space Oddity, car on va, qui dit nouveau mois, donc on va faire un nouveau cycle consacré cette fois-ci à la conquête de l'espace, car la conquête de l'espace, un objet de fascination certain dans l'histoire, mais aussi forcément dans le cinéma, même s'il n'y a pas beaucoup de films, énormément, hein, ça c'est pas ça coûte un petit peu cher. Voilà, quoi. ça coûte un petit peu cher, mais surtout que le cinéma est plutôt forcé dans l'imaginaire, donc va forcément se recentrer sur la science-fiction, le space opéra, mais il y a quand même eu beaucoup de films sur la conquête de l'espace. Et avec moi, j'ai de nouveau la 8e merveille du monde. Salut Antoine, comment tu vas ? Ah mais ça va très bien, écoute, j'étais pas venu pour les émissions sur Gérard Armé, mais là je vais me rattraper. Oui, non, de toute façon j'avais Sébastien sous le casier, donc ça va. Je l'ai ressorti entre-temps. Bah là il est de nouveau sous le casier, hein, on le reverra pas avant un petit moment. Il est parti dans les plus hautes montagnes du monde, et les Vosges. Oui, là. En tout cas les plus isolées. Je sais pas, il y a peut-être le Jura aussi, hein, entre-temps. Hein. Mais le Jura n'existe pas. Ah oui, c'est vrai. Pardon, j'avais oublié. C'est juste une période historique. Non, je rigole. Exactement. Alors oui, donc on va faire donc notre émission sur la conquête spatiale. Car il faut quand même le signaler, c'est que même si maintenant, dorénavant, c'est un objet plus de fantasme qu'autre chose, parce que la conquête spatiale a vraiment été lancée à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va revenir d'ailleurs sur un bref historique là-dessus. Fin de la Seconde Guerre mondiale, donc, il y a eu totalement, déjà direct après la Seconde Guerre, il y a eu le pillage du programme V2. Donc le programme V2, les programmes des fameuses fusées allemandes, notamment avec le chef de la création de la V2 qui est parti aux États-Unis, et beaucoup d'autres aussi techniciens et scientifiques sont partis des deux corps différents. Werner von Braun. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que Werner von Braun a toujours reconnu que son principal, l'homme qu'il avait le plus influencé, c'était Drew Goddard. Qui dès les années, début 20e siècle, a commencé à faire des premières expériences de propulsion aux États-Unis et qui a posé les bases quasiment du programme spatial américain dans les années 30, qui a été le premier à construire quelque chose qui ressemblait effectivement à un propulseur et une charge à propulser. Une espèce de fusée avec un bout pointu. Absolument, un bout pointu. Sauf que lui, il avait fait quelque chose de très différent, c'est que le propulseur était en haut et la charge à propulser en bas. Ouais. Ce qui a posé très vite des problèmes quand les flammes ont commencé à titiller ce qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire la charge. Exactement. Mais aussi rappeler quand même que du côté de l'URSS, dès les années 30 et dès les années 20 même, un autre homme a énormément influencé Werner von Braun, c'est le russe Tsiolkovsky, qui a été le premier à faire des équations pour savoir, puisqu'une charge utile doit être lancée dans l'espace, mais que parmi cette charge utile, il y a tout le kérosène ou l'acide citrique à propulser, et qu'évidemment cette charge est brûlée petit à petit, donc le lanceur est de plus en plus léger. Comment on peut faire des équations pour régler la propulsion de sorte à ne rien oublier et propulser tout ça de manière adéquate. Et du coup, aux États-Unis, Goddard, en Russie, Tsiolkovsky ont énormément influencé l'allemand Werner von Braun, qui a pu créer très vite, grâce au pognon tout simplement, lui a donné que lui a donné l'armée allemande dans les années 30, a pu dès 1944 et 1945 bombarder des civils qui lui avaient pas fait grand chose au monsieur, et aussi employer des gens des camps de concentration pour fabriquer les V2. Ne les oublions pas. Exactement. Et donc voilà, en 1945, les Américains récupèrent le plus gros du gâteau, donc Werner von Braun et son équipe technique. Les Russes viennent derrière, reprennent quasiment le restant du gâteau, mais les petits Français, les petits Frenchies qui arrivent encore tout derrière, récupèrent les miettes de miettes, une petite centaine d'ingénieurs qui avaient plus ou moins à voir avec le programme, et les rapatrient en France, ce qui leur permettra d'être, au final, dès les années 50, les débuts 60, la troisième puissance spatiale du monde.
Exactement, et qui a perduré avec le temps, notamment avec la création de la fusée Ariane, et notamment notre base de lancement qui est basée à Guyane. Absolument. Et d'ailleurs, les fusées françaises n'ont jamais vraiment pu rivaliser avec leurs homologues russes et américains. Absolument pas. Il y a juste eu une vraie tentative en fait avec le programme d'Ariane 5, Oui. qui à la base a été fait pour envoyer des hommes dans l'espace. Mais quand les Allemands se sont retirés du programme en 1989, toute rentrée d'argent a été coupée et on a gardé Ariane 5 en tant que lanceur lourd du programme Ariane et du programme d'Ariane Espace Ouais. pour lancer des charges lourdes qu'on connaît aujourd'hui. Et comme justement c'était un lanceur fait pour propulser des humains, la fusée est extrêmement précise. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, à part les 2 premières fois où elle a connu des ratés, c'est un des lanceurs les plus fiables qui est sur Terre en ce moment. Je comptais en parler un petit peu plus tard, mais on va revenir vite fait là-dessus. C'est vrai qu'Ariane, en fait, le lancement d'Ariane aussi, ça a eu un succès phénoménal. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, donc, la NASA consacrait, on va reparler d'ailleurs de la NASA, elle a été créée en 58. La NASA, en fait, pensait notamment utiliser ses navettes spatiales américaines pour également lancer tout ce qui était donc satellites et autres. Et en fait, ce programme spatial va plus ou moins disparaître au fur et à mesure, notamment après les 2 catastrophes, celle de Challenger et celle de... j'ai oublié le nom de la deuxième, qui était en 2003. Oui, c'est Columbia en 2003 et Challenger dans les Challenger années... en 85 et Columbia en 2003. Voilà. Et ça, surtout avec Challenger et puis Columbia, en fait, que le programme donc, spatial va un petit peu diminuer et notamment va permettre aussi le lancement de beaucoup de productions via des entreprises privées. Donc forcément, ils vont faire appel à des autres fusées, notamment Ariane, qui va toucher un peu le jackpot là-dessus. En 2006, justement, les Américains ont mis en place la fusée Antares, qui était un lanceur moyen, donc à peu près moins de 10 tonnes à mettre sur orbite pour justement donner du ravitailler la Station Spatiale Internationale. Et à la fin du programme, en 2012, alors là, les Américains se sont dit on n'a plus de pognon à mettre. Déjà que Barack Obama, en 2009, a supprimé le programme Constellation. Le programme qui était lancé par Bush. Ouais, lancé par Bush, qui coûtait beaucoup trop cher, qui était censé créer les fusées Ares et l'engin lunaire Orion. Alors, oui, à la base, le programme Constellation, donc c'était lancer une fusée, donc la fusée Ares, pour en fait plus ou moins déjà développer en fait un développement de camp de base sur la Lune. Oui, pour pouvoir ensuite aller sur Mars. Voilà. Mais ça coûtait beaucoup trop cher et en 2011, Barack Obama a fermé complètement le programme. Donc les fusées Ares, tout le programme Orion n'existera pas. Et ça a donné ça a ouvert la porte à toutes les entreprises privées qu'on connaît aujourd'hui, donc surtout SpaceX et aussi les fusées Blue Origins, qui aujourd'hui aussi commencent à rivaliser avec SpaceX, notamment avec les fusées New Glenn et New Shepard, qui rentrent dans une nouvelle course à l'espace. SpaceX est plus connu forcément par la com derrière et puis par le personnage fantasque d'Elon Musk qui dirige l'entreprise, et surtout aussi parce que c'était les premières fusées qui revenaient en un seul état. Donc chez Elon Musk, c'était aussi les fusées réutilisables. Les Américains avaient déjà le propulseur, je ne sais plus son nom, Taurus, je ne sais plus, de la navette spatiale, qui était réutilisable. Mais elle n'était pas réutilisable très souvent, elle était très lourde, très 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 chère. Le programme a été coupé. Et faut savoir qu'aujourd'hui, on reparlera de Apollo juste après, mais aujourd'hui, la guerre à l'espace est relancée avec les Chinois surtout. Les Russes s'y mettent, parce que les Chinois, il y a quelques semaines, ont posé sur la Lune un petit engin lunaire. Une sonde, en fait, sur la face cachée de la Lune. Voilà, ce que les humains n'avaient jamais fait avant. Donc c'est quand même du sacré boulot qu'ils ont réussi à abattre. Les Indiens s'y mettent aussi. Et surtout, les Russes, en fait, avec les futures fusées Angara, commencent à s'y remettre. Et la future fusée aussi Federatia. Ce qui est assez drôle parce que la fusée russe la plus célèbre aujourd'hui est certainement Soyouz, qui signifie Union. Donc, qui fait référence à l'Union soviétique. Et la prochaine fusée la plus importante russe pour la remplacer s'appellera Federatia, parce qu'aujourd'hui la Russie est une fédération et non plus une union. Donc
Subtilité. Subtilité poutinienne, du coup. Voilà. Mais on va revenir plus ou moins sur l'histoire quand même, parce que donc avec, on était parlé donc sur les fusées V2, mais c'est vrai que donc forcément à la fin de la Seconde Guerre, on a deux superpuissances émergentes qui se lancent dans le programme spatial, donc sur fond de guerre idéologique, les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre, forcément. Oui. Les Russes tapent très fort d'entrée en fait finalement, parce que leur programme était assez en avance par rapport aux Américains. Le satellite Sputnik est donc lancé le 4 octobre 1957. Absolument. Forcément, après, déjà directement, propose déjà le lancement du premier être vivant mis en orbite, Laika, qui va arriver un petit peu plus tard. Alors, les Américains ne les avaient pas exactement mis en orbite, mais ils ont mis des mouches dans l'espace dès le début fusées. des années 50. C'est ça. Mais bon, c'était pas vraiment mis en orbite. Alors que Laika a été mise en orbite Voilà. et la pauvre chienne, pour des erreurs qui auraient pu être évitées, ne survivra pas, hélas, à son petit voyage. En fait, ils n'ont pas réfléchi aussi à comment la ramener en vie. En fait, le Khrouchtchev a dit envoyez-moi vite quelqu'un dans l'espace. Et les Russes lui ont dit bah oui, mais on sait pas trop comment ramener tout ça. Mais si, vous saurez. Allez hop, vous me lancez tout ça dans 2 mois. Et les Russes lui ont dit non, mais c'est n'importe quoi, on va jamais réussir à le faire. Et même si le lancement et les images ont été réussies, le retour n'a pas pu être correctement effectué. D'ailleurs, le cas Laika, ça permet aussi de lancer un peu plus sur la volonté en fait, de la protection animalière. Hein. Donc, ça a permis au moins un point positif aussi, pas seulement sur l'idéologique, mais aussi sur un point de vue sur les animaux. Les Russes ont cru qu'ils feraient une victoire idéologique majeure, comme en 1957 avec Sputnik, qui avait stupéfié le monde. Enfin, surtout les États-Unis, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis se sont rendus compte que déjà ils avaient du retard, mais surtout que si les Russes pouvaient mettre Sputnik en orbite, qu'est-ce qui les empêchait de mettre une bombe pour retomber sur Washington ? C'est pour ça que d'un côté comme de l'autre, ça a toujours été la guerre. Et forcément. Et ça a toujours été les armées qui ont commencé les programmes spatiaux, toujours. Exactement. Et c'est pour ça qu'en 1958, les Américains se sont dit on va créer la NASA très vite pour rattraper notre retard. Exactement. Et d'ailleurs, un des présidents majeurs de l'histoire des États-Unis va aussi bien sûr expliquer donc l'importance du programme spatial, non pas seulement pour parler d'idéologie et surtout plus pour parler d'idéologie et non pas seulement pour l'armée. C'est bien évidemment John Fitzgerald Kennedy qui va d'ailleurs expliquer dans son programme de lancer le premier homme sur la Lune, ce qui va être fait bien évidemment après sa mort. Oui, et qui parle de choses très intéressantes pour l'idéologie américaine, c'est qu'il parle de New Frontier. Oui, c'est la nouvelle frontière. Nous, les Américains, on a toujours une frontière qu'on a réussi à dépasser en massacrant les Indiens au passage, on va pas se mentir. Mais ils ont toujours cette chose de... Il y a toujours quelque chose devant nous qu'on va réussir à dépasser. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être l'espace. Et c'est un des discours les plus connus des années 60, voire même de la guerre froide. Qui a pu donner aux Américains beaucoup d'argent et beaucoup d'avantages. C'est surtout le terme New Frontier en fait qui a marqué les esprits. Oui. Mais finalement, les Russes vont quand même encore continuer à devancer les Américains. Ils vont abattre record sur record. Voilà, le 12 avril 1961, c'est Yuri Gagarin, donc le premier homme envoyé en orbite lors de la mission Vostok 1, qui va devenir très iconique en fait dans l'histoire de l'aviation et de l'aviation spatiale même mondiale, parce que forcément c'est le premier homme à être envoyé en orbite et en plus à revenir. D'un seul coup. Voilà. Et je peux te dire que les ingénieurs russes, quand il est revenu vivant, ils savaient pas. Oui, c'était. On touche du bois, les gars. Et parce que forcément. Qu'on verra bien évidemment dans l'émission, mais d'un côté comme de l'autre, il y a eu énormément de sacrifices humains dans l'histoire. Et d'ailleurs, après Yuri Gagarin, il y a aussi Alexei Leonov, qui est donc le premier homme dans l'espace à sortir dans l'espace. Donc, première sortie extravéhiculaire, je crois. Extravéhiculaire, voilà. En 1965. Voilà. Et 1963, première femme dans l'espace aussi. De Teresa, je crois. J'ai oublié son nom. Non, c'est Svetlana. Je ne Svetlana. sais plus le nom de famille, par contre, c'est assez compliqué chez les Russes, donc à retenir un peu leur nom. On a retenu tous les hommes et pas les femmes, bah dis donc. Alors, tu vas me chercher ça tout de suite, s'il te plaît, on ne restera pas sur cette défaite. Ok, alors je crois que le programme en plus c'était peut-être c'était le programme, je crois que c'était pour Salyut 7, je crois, en plus c'était pour leur station spatiale, leur première station spatiale en plus, si je dis pas de c'est bêtises. très probable, oui. Donc voilà. Donc en plus c'était des programmes de 3 mois d'affilée, donc c'est-à-dire en fait ça se renouvelait tous les 3 mois les équipages, hein, donc
C'était assez impressionnant. Il fallait faire ça assez rapidement. Mais du coup, les Américains, en 1965, ils commencent un petit peu... Ils ont déjà envoyé, je crois, Scott Glenn dans l'espace, qui a été le premier Américain au début des années 60, après Gagarine. Mais ils étaient quand même en retard sur à peu près tous les points. Et c'est pour ça que le gouvernement américain a injecté encore plus de pognon pour le grand programme américain. Le programme Apollo. Le grand programme Apollo qui va nous occuper pendant encore quelques instants, qui reste le programme le plus emblématique de la conquête spatiale. Oui, parce que forcément, qui dit Apollo, va forcément penser à la mission Apollo 11, donc la fameuse mission d'objectif donc aller sur la Lune, celle du 21 juillet 1969, celle où forcément le premier homme à mettre les pieds sur la Lune, Neil Armstrong, va aussi être un personnage devenu légendaire comme Gagarin. Alors c'est Tintin qui a été le premier à mettre le pied sur la Lune, et c'est un Belge, s'il te plaît. Ouais, ça sera dans le prochain film de Steven Spielberg, donc du coup. Ah oui, c'est vrai. Non, je rigole. Mais je crois qu'ils vont faire la suite de Tintin, hein, Spielberg. Oui, non, c'est prévu. C'est Peter Jackson, mais je pensais pas à Objectif Lune. Enfin, j'espère pas. Enfin, en fait, on s'en fout. C'est vrai, on s'en fout. Reparlons d'Apollo. Mais du coup, oui, donc la mission Apollo, si tu veux en dire un peu plus. Alors, je pense que tu connais un peu plus que moi. La mission Apollo, qui est chapeautée par Wernher von Braun, a permis de créer le moteur de la fusée Saturn V, parce que c'est Wernher von Braun. La NASA s'est occupée de tout le programme, mais c'est Wernher von Braun qui a conçu la fusée qui allait amener les Américains sur la Lune, la fusée Saturn V, la fusée la plus puissante qui réussit ses missions. Parce qu'il y a eu une fusée russe qui était un petit peu plus puissante, j'ai, je crois, oublié le nom, mais qui a explosé sur le pas de tir et qui a massacré le programme russe complètement peu de temps avant qu'ils aillent sur la Lune. Et donc Wernher von Braun a inventé le moteur, le J2, le moteur le plus puissant encore, qui n'a jamais été en activité, qui avait des milliers de tonnes de poussée, c'était absolument gigantesque. La fusée en elle-même faisait plus de 100 mètres de haut. Ouais. Comparativement à cette époque-là, les fusées françaises étaient 2 ou 3 fois plus petites, moins hautes. C'était même pas, c'était 47 mètres, je crois, c'était ça, comme ça, à cette époque, les fusées européennes. Mais c'était un programme absolument gigantesque. C'était un pari parce qu'on n'avait jamais créé de structure aussi haute qui était destinée à aller dans l'espace. C'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Au début, les Américains se sont dit, Wernher von Braun, c'est quand même assez connu qu'il a un petit passé de nazi. Du coup, on va essayer de faire une fusée 100% américaine. Résultat, sur les 5 tirs, il y en a 5 qui ont foiré. Sur les 5 tirs, il y en a 3 qui ont foiré. Oui. Et là, on a dit, Werner, oui, reviens, tant pis. Et là, Wernher von Braun a complètement créé tout le principe de faire tourner les fusées autour de la Terre pour prendre un petit peu de puissance, aller autour de la Lune. Gravité, donc du coup. Voilà, utiliser la gravité comme aussi moyen de propulsion et utiliser la Lune comme moyen de propulsion pour le retour. Et ça a convaincu les Américains qui ont pu... ils ont eu un premier échec, en fait, drame humain en 1966. La mission Apollo 1. Donc, en fait, l'équipage a carrément péri-brûlé, en fait, ce qui entraîna le report de près de 2 ans du calendrier du programme spatial. Donc, parce qu'en fait, il y a eu l'explosion d'un réservoir oxygène, en fait, directement dans la cabine. Et quel est le principe de l'oxygène? De cramer très vite. Voilà. Et du coup, ça a laissé aucune chance à ces malheureux cosmonautes américains. Mais 1968, en fait, là, les Américains sont sûrs de gagner parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure, les fusées russes ne marchent pas et le lancement de la plus grosse fusée russe rate complètement, explose sur le pas de tir, créant d'ailleurs la plus grosse explosion hors nucléaire de l'histoire. Ne l'oublions pas. Donc, c'était à Baïkonour aussi, je crois. C'était à Baïkonour déjà, oui. Et du coup, ça réduit à néant en fait toute la base fait de départ russe. Et là, les Américains savaient qu'ils étaient vainqueurs déjà. Quelques mois avant de lancer donc Apollo 11, qui était encore un coup de bluff parce qu'ils avaient lancé Apollo 9 et 10, je crois, pour simplement autour de la Terre, pour voir comment ça se passait. C'était pas encore le programme, enfin le carburant, ils n'étaient pas encore sûrs de la durée du carburant total pour revenir sur la Lune, en fait. Ouais, et en fait, en calculant, je crois, Apollo 10, si je ne me trompe, ils ont pu aller, en fait, jusqu'à la Lune. Ils ont pu sortir... il faut plus faire une sortie du petit module lunaire, mais simplement ils leur ont dit, les gars, vous connaissez votre mission, vous ne vous posez pas sur la Lune, parce qu'ils se sont dit, est-ce que si les mecs étaient tentés de le faire quand même? Et du coup ils leur ont dit, vous n'aurez pas tout le carburant nécessaire. C'est ça.
Et du coup, vous pourrez faire la moitié du chemin pour descendre sur la Lune, mais vous revenez immédiatement. Vous n'aurez pas le carburant nécessaire pour faire l'intégralité du chemin. Et du coup, les Américains, les cosmonautes leur disent « Ouais, vous pourriez nous faire confiance un peu. » Non, non, non. On vous fait pas confiance. Du coup, je crois que c'est Apollo 10 qui a fait une moitié de chemin, qui est remonté, qui est reparti. Et là, les Américains savaient, ils étaient sûrs, ok, ils peuvent Ils ont descendre. compris, en fait, par le biais en fait, des différentes expérimentations et du calcul en fait, des trajectoires, que Apollo 11 était complètement possible. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, en plus, ça a permis également de travailler un peu plus la communication, de faire la 11e mission, parce que forcément c'est là à ce moment-là où il y a eu toutes les retransmissions télévisuelles, où on a pu montrer en fait qu'il y a vraiment eu l'homme sur la Lune. Certains de nos plus âgés auditeurs peuvent s'en souvenir, je pense. Les grandes photographies d'ailleurs de l'histoire, en fait, c'est alors celles que vous voyez en couleur, c'est celles qui ont été faites par Neil Armstrong, parce que Neil Armstrong en fait avait un appareil photo en couleur. Par contre, celles qui sont en noir et blanc, c'est Buzz Aldrin. Parce que Buzz Aldrin n'avait pas d'appareil photo couleur, donc en fait ça a été l'inverse pour l'histoire. De toute façon, Buzz Aldrin a toujours été le deuxième, donc malheureusement pour lui. Donc comme quoi. Oui, comme quoi, mais voilà. Mais bon, après, les programmes à Apollo ont continué jusqu'en 1975, je crois, 73 peut-être. Pour Apollo. Alors Apollo 13, 17, ça s'est terminé. je crois. Oui, la dernière, ça a été Apollo 17, et puis de toute manière, ça avait baissé en termes de projet depuis la mission Apollo 13, celle qui était lancée en 70, où il y avait eu une grosse catastrophe, où ça a failli avoir une grosse catastrophe humaine, où on en reparlera forcément, parce qu'il y a eu un film avec Ron Howard, dessus. On est là pour parler de films à la base. Mais on est là pour parler de films, on a préféré poser les bases. On pose les bases, c'est important. Mais c'est vrai qu'après après les navettes Apollo, on a pensé aux navettes spatiales, qui vont être lancées à partir des années. Alors c'est un projet qui a été lancé dès 68, qui s'est terminé en 79, et ça s'est véritablement lancé dans les années 80. Est-ce que les Russes ont essayé de suivre aussi avec ça n'a pas marché du tout. Avec la navette spatiale Buran, mais avec le lanceur dont je ne me souviens pas non plus du nom, mais qui a complètement raté, parce que de toute façon après la perestroïka, les Russes étaient exempts, ils n'avaient plus un centime à mettre là-dedans. Rien du tout en fait à suivre la concurrence américaine, et d'ailleurs du coup la navette en fait servait aussi à la conquête du marché des lancements commerciaux, donc c'est-à-dire le lancement des satellites commerciaux. C'est là où notamment il y aura le fameux accident de la navette Challenger et les conséquences qui vont attribuer derrière, comme on en a parlé plus tôt, et qu'on voit finalement maintenant dorénavant l'émergence en fait de sociétés indépendantes, de sociétés non gouvernementales, de sociétés privées qui se lancent, notamment SpaceX, qui s'est même donc amusé à lancer un véhicule vers le Soleil. Ah oui, exact, en référence à la chanson de David Bowie d'ailleurs. Oui. Je crois. Ouais, bon, bref, on a réussi à polluer jusqu'au fond des océans, et maintenant on pollue l'espace. C'est bien. Oui, d'ailleurs on parlera de pollution de l'espace avec notamment le film d'Alfonso Cuarón. Absolument. Mais juste d'abord une petite pause donc d'Apollo 13, un morceau de Jimi Hendrix, Purple Haze.
Et voilà, donc c'était un extrait, enfin un morceau issu du film Apollo 13, hein, mais et d'ailleurs C'est André Verschuren, non? À l'accordéon, son plus grand tube. Oui, Ouais, ou Jimmy, je sais plus. voilà, c'est André Verschuren, oui, bien. Voilà. Donc rappelons ce que nous étions en train de chercher sur Internet à Oui, l'instant. donc on a enfin retrouvé le nom de la fameuse première femme dans l'espace, donc c'est Valentina Tereshkova, qui a été donc lancée en 63 via le programme Vostok 6. Donc c'était seulement la sixième Personne dans l'espace. la sixième lancement en fait dans l'espace, voilà. Bon. Ouais, plutôt balèze. Ça va. Très très Non, balèze. ils étaient forts, les Russes, dans les années 60. Entre camarades, de toute manière. Camarades, Voilà. bien sûr. Mais donc oui, donc on va revenir sur les films cette fois-ci dans la conquête spatiale. Et c'est vrai que est-ce que c'est une simple volonté de reconstitution historique, car l'espace joue également avec les peurs. On a notamment la peur du vide, la peur de la dérive, etc., etc. Il est donc logique de voir en fait pas mal de films catastrophes se concentrer sur ces peurs. Récemment, on a eu Gravity, sorti en 2013, qui joue extrêmement bien là-dessus. D'ailleurs, qui reprend une théorie qui est très mis en pratique maintenant, on le sait très bien, parce que la pollution de la mer, mais il y a la pollution aussi dans l'espace, Oui. avec le fameux syndrome de Kessler, parce que finalement le film tourne autour du syndrome de Kessler, donc ces deux personnages, que George Clooney et Sandra Bullock, se retrouvent coincés après la destruction de la navette spatiale, via en fait un amoncellement de débris spatiaux, en fait, qui forcément avec la gravité sont de plus en plus rapides et détruisent plus facilement en fait le tour de l'humanité. Oui, parce que n'oublions pas que depuis la cinquantaine d'années que l'homme envoie massivement dans l'espace des satellites, il y a énormément de satellites, de pièces, etc. qui polluent et qui mettent en danger la Station spatiale internationale et les astronautes. Il a été recensé à peu près 15 000 objets d'une taille à peu près conséquente, entre 1 mètre de diamètre, ou voire un peu moins. Voire un peu moins, ce qui est quand même gigantesque. C'est phénoménal, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet comme ça qui est en gravité a une vitesse tellement incroyable que forcément vous êtes transpercé. Vous vous en rendez même pas compte. Hein. Oui, ça peut aller. Quand vous prenez quelque chose à 20 000 km/h, ça fait très mal. Voilà, 20 000 km/h, ça transperce la tôle, il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun souci. Sachant qu'en 2011, je crois, les Chinois, très intelligemment, ont fait un test de missile spatial et ont détruit un de leurs satellites, et ils ont fait exprès de détruire un de leurs satellites, qui a quasiment multiplié par 2 le nombre de débris spatiaux, et ce qui met encore plus en danger. Et du coup, beaucoup de spécialistes se demandent, même si dans l'avenir proche, plus ou moins proche, les sorties spatiales seront encore possibles, tellement il y a des débris. En fait. C'est également ça le principe du syndrome de Kessler. Ça explique qu'il faudra une génération, voire 2 générations, pour que ces débris spatiaux en fait disparaissent autour de la planète. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faudra 2 générations pour qu'on puisse repartir dans l'espace sans trop faire de conneries. Ah, on est fort quand même. Ah, toujours. Ah, l'humanité. Je crois qu'on est bloqué en fait sur cette fichue planète. Mais c'est vrai que donc du coup Gravity en fait a un côté aussi moi que j'apprécie fortement à travers ce film, c'est le côté hyper immersif qu'a réussi à faire Alfonso Cuarón. C'est cette volonté en fait de se retrouver dans un espace dans une situation d'urgence et assez démentielle, même si le film va pas dans ce qu'on peut appeler la hard science, parce que là finalement on n'est pas dans la hard SF, on est carrément dans la hard science, parce qu'en fait on est sur des films qui relatent sur notre histoire. Oui. Et non pas sur le futur. Et qui joue sur des concepts physiques applicables et connus. C'est pour ça en fait Gravity, c'est le seul qui a posé le syndrome de Kessler dans ses films, et c'est dommage qu'il n'y en a pas d'autres, parce que je pense qu'en fait c'est un principe très intéressant, et vu le point de vue écologique qu'on a actuellement, ce serait plutôt pas mal. Oui, absolument. Et ce qui est quand même aussi, quand on parle de danger dans l'espace, c'est qu'évidemment la moindre petite erreur peut être fatale. Encore, vous tombez en panne sur l'autoroute, bon, pas de problème, là vous appelez la dépanneuse. Dans l'espace, il n'y a pas de dépanneuse. Il n'y a pas trop de dépanneuses, et vous avez quasiment toutes les chances de ne pas en sortir. Ce serait bien le prochain sous-titre de Alien. Dans l'espace, il n'y a pas de dépanneuse pour vous aider. Voilà, exactement. Écoute, Ridley Scott, si tu nous entends. Non, retourne chez toi, fais ta dernière pub pour Turkish Airlines et laisse-nous tranquille avec Alien. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Oui. Mais c'est vrai que, en fait, voilà, je parlais de films catastrophes. Alors, certes, il y a eu Gravity, mais il y en a eu d'autres qui ont vraiment aussi repris des événements historiques. Alors, le plus 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, exactement. Oui, voilà, le monolithe avec les singes. Non, forcément, il y a Apollo 13 de Ron Howard, qui revient donc sur la fameuse mission Apollo 13. Oui.
le plus célèbre, qui revient sur Apollo 13, qui a importé quelques cosmonautes pour aller se poser sur la Lune, mais il y a eu un problème pendant le voyage et les astronautes n'ont pu faire que... Enfin, ils ne devaient pas vraiment s'en sortir à la base parce que le problème était quand même assez violent, et ils ont pu, grâce à l'aide de Houston, grâce à leur patience et leur ingéniosité... Parce qu'en fait, le gros souci dans l'histoire, c'est qu'en fait, il y a eu une explosion d'un réservoir d'oxygène, en fait, qui met donc hors service le module de service Apollo, qui en fait se fournit d'énergie, d'eau, d'oxygène, enfin de système propulsif, ce qui posait un énorme souci, un énorme problème. Donc en fait, c'est que du coup, comme le lancement était direct par rapport à notre planète, donc c'est pour faire le retour, il fallait forcément qu'il repasse par la Lune pour revenir de façon intacte et surtout avoir au moins un maximum d'oxygène et de propulsion nécessaire pour provoquer ce voyage retour. Donc il fallait absolument trouver le point exact pour pouvoir faire le tour de la Lune, prendre un peu de... Parce que c'est-à-dire qu'en fait, dès la sortie en fait, de notre atmosphère en fait, dès le direct de cette explosion, en fait, ce n'est plus devenu une mission scientifique, c'est devenu finalement une mission de retour en urgence. Voilà, mission de sauvetage. Une mission de sauvetage, exactement. Donc du coup, en fait, comme le montre le personnage de Tom Hanks, quand il est sur son hublot, qui regarde la Lune, qui peut pas y aller, bon, tristesse. Quand même. Bon, déjà, je pense que le mec avait aussi les chocottes de pas revenir vivant. Oui, je pense que c'est surtout ça, mais... Mais du coup, oui, c'est une mission qui quand même quelque part à la gloire de la NASA, parce qu'ils avaient très peu de chances de revenir. Ouais. Ils ont réussi à trouver exactement ce qu'il fallait faire pour le faire. Ils ont réussi à ramener leur mec sur place. Et rien que ça, c'est déjà énorme, absolument énorme. Surtout qu'il faut revenir, là on est dans le contexte, on est encore en 70, donc c'est encore le contexte plus ou moins de la guerre, de la conquête spatiale, parce que bon, même si les Russes commençaient à perdre du terrain, les Russes étaient toujours derrière avec leur station spatiale. D'un autre point de vue aussi, c'est que du côté de la NASA, il y avait déjà eu beaucoup de pertes humaines dans ces recherches, donc forcément ils ne voulaient plus vraiment subir la perte d'Apollo 1 et les autres pertes nécessaires qu'ils ont eues avant la création de la mission Apollo. Mais c'est vrai que là, ça a permis au fait de montrer à quel point la NASA en fait, avait retravaillé aussi le principe même du sauvetage et du recours au sauvetage humain en fait, dans ce problème de retour en fait, de l'espace, quoi. Absolument. C'est ça. Bon, après, le film de Ron Howard, il est assez classique dans son style. Hein. C'est un film catastrophe basique où on voit Tom Hanks il reste assez efficace. Oui, voilà. Il y a quelques passages qui sont restés assez célèbres. J'aime beaucoup ce... il faut dire que le film est sorti en 97 et les effets spéciaux sont pas trop datés encore. 94, je dirais plutôt. Peut-être, oui, je sais plus. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est dans ces coins-là. Non, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est quand Tom Hanks dit il y a un sacré bruit là à cause de l'explosion. J'arrive pas à enlever le bruit, comment on fait? Il y a un ingénieur de la NASA, lui a dit je te conseille d'aimer ce bruit. Parce que ça veut dire que le bruit est encore là, donc c'est bien. Ouais, tant que le bruit est là, vous êtes vivant déjà, et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Mais bon, ils ont réussi à le faire. Mais d'autres Russes pas que les Américains qui ont fait des films à la gloire du programme américain, il y a aussi des Russes qui ont fait des films à la gloire du programme russe. Et oui. Parce que rappelons quand même que les Russes ont réussi à poser des modules lunaires sur la Lune, pas d'humains, mais des engins. Le premier rover sur la Lune est russe, encore une fois, en 1970 d'ailleurs, je crois, 70 ou 71. Qui reste quand même un exploit technique qui n'est égalable par à peu près personne, en tout cas, seulement par les Américains et les Chinois maintenant, aujourd'hui, nos jours en tout cas. Et du coup, il y a un équivalent à peu près russe dans le même principe, c'est Salyut 7, donc de Dmitry Kiselev et Klim Chipenko, donc, qui revient sur la catastrophe en fait de la station spatiale Salyut, d'ailleurs qui veut dire salut en français. Oui, donc, pourquoi pas. La station s'appelle Salut. Salut. C'est vrai, en plus, je trouvais ça con, mais... non, là, mais c'est un grand bonjour, quoi. Oui, voilà, c'est un grand bonjour, et ça montre aussi à quel point, on envoie des hommes avec un gros risque, mais ils arrivent toujours à s'en sortir. Il y a un côté un peu assez... un peu ridicule dans ce film, quand même, par rapport à Apollo 13, qui a un côté... en fait, c'est un peu le film russe qui essaye de faire du film américain.
Donc, c'est-à-dire à un moment donné, quand t'as le chef de la station Baïkonour qui fait « Wow, il a réussi à faire ça, il a réussi à se poser quand même, c'est balèze. Hein. » Donc, bon, c'était un peu leur objectif, donc c'était un peu con quand même. Les gars, de s'en sortir comme ça, mais... Vous avez réussi, vos calculs étaient justes, c'est un miracle. C'est ça, il est sans calculette. Rappelons d'ailleurs pour nos plus jeunes auditeurs que les Américains et les Russes aussi ont réussi à envoyer sur la Lune avec des petits ordinateurs de bord qui étaient genre 100 fois moins puissants que n'importe quel smartphone de nos jours. Ah oui, absolument. Il faut quand même se rendre compte de l'exploit. Il faut quand même rappeler qu'en fait, c'est les missions dans l'espace, là on parle des missions qui se déroulaient dans les années, fin des années 60, début 70. Donc forcément, c'est assez impressionnant, quoi. Mais ouais, donc pour le coup, de Sally Hot 7, c'est pas un film que je conseille forcément, mais même si les scènes dans l'espace sont bien fichues. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Et on a également d'autres biopics qui se concentrent là-dessus, donc vraiment pour remettre en place la reconstitution historique, même si forcément il y a certaines volontés politiques derrière. Alors on a forcément les deux personnages historiques qu'on a parlé juste avant, Yuri Gagarin et Neil Armstrong, chacun ont eu plus ou moins leur biopic. Alors Gagarin, Farting Space de Pavel Parkhomenko, qui revient donc sur ce personnage, même si ça va plus glorifier le personnage et moins montrer notamment son accident, parce qu'il a eu un accident en fait en 1970 qui lui a coûté sa vie. Oui. Parce qu'il était pilote, il était pilote de l'armée de l'air. Quasiment tous les personnages que pilotent tous les astronautes étaient forcément pilotes de l'air avant. Ils sont quasiment tous pilotes, oui. Voilà. Parce que comme ça, tu connais déjà les principes de l'aéronautique. Exactement. Tu es aussi un petit peu ingénieur, donc tu sais bidouiller à peu près tout ce qui te passe sous la main, ce qui peut servir. Et c'est aussi, tu as une très bonne forme physique, ce qui peut servir. Donc c'est effectivement idéal. Exactement. Et du coup, il y a également eu First Man, donc de Damien Chazelle, qui est sorti juste l'année dernière et qui revient donc en fait sur la fameuse mission Apollo 11, même si on voit déjà forcément avant la préparation de cette mission, et notamment il y a cette scène aussi où on voit la catastrophe d'Apollo 1 qui montre à quel point aussi on voit ce personnage qui se retrouve en fait très nerveux et qui n'ose pas en fait se retrouver face à sa famille, parce que forcément il y a le risque zéro n'existe pas, surtout dans ce milieu-là, et c'était plutôt bien retranscrit. Gros coup de chapeau d'ailleurs de Damien Chazelle sur les séquences dans l'espace, parce que là il va vraiment dans le côté hard science, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand ça se pose sur la Lune, il n'y a absolument aucun son. Il va pas jouer sur le côté intradiégétique. On se met dans le point de vue du personnage comme l'a voulu faire Quaron dans Gravity, donc c'est-à-dire qu'on entend les sons un petit peu lourds, un peu comme si on était dans l'eau, parce que finalement c'est le principe même de la respiration de Sandra Bullock et la respiration de Sandra Bullock omniprésente et compagnie. Là non, c'est quasiment, on n'entend quasiment rien à part certaines communications entre Buzz et Neil. C'est vraiment le silence total, et il y a un silence de facile 10 secondes sur le premier plan quand ils arrivent sur la Lune. C'est plutôt balèze pour le coup de la part de Damien Chazelle d'avoir utilisé cette technique-là et de montrer à quel point que oui, dans l'espace, il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit, parce qu'il n'y a rien. Personne ne vous entend crier. Voilà, tout simplement. Et non, c'est pour le coup de chapeau, c'était bien fichu, notamment quand il y a la scène du sas qui s'ouvre. Donc il y a un magnifique plan en travelling qui suit en fait ce mouvement-là, et notamment juste au début on entend le son de dépressurisation de la cabine, oui. De la cabine, et hop, plus rien. Impossible. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool de revoir ça un peu dans ce milieu. Qui est First Man, qui est d'ailleurs, qui va aller aux Oscars dans quelques semaines. Oui. Dans pas mal de catégories pour, je pense qu'il il y aura de la concurrence quand même. Il y aura pas mal de concurrence. Hein. Oui. Normalement Roma aussi Alfonso Cuarón. Et Black Panther. Et Black Panther, mais eux ils vont dans l'espace depuis longtemps, ils s'en foutent les Avengers. Voilà, exactement. Non, on en rigole, mais bon. Non, je conseille quand même le film de Damien Chazelle. Je sais que Jordan, c'est son film de l'année, mais c'est pas mon film de l'année, mais c'est quand même un très bon film, mais contrasté, parce que finalement Damien Chazelle autant filme bien les scènes dans l'espace, autant il y a certaines scènes très terre-à-terre qui sont assez énervantes en matière de caméra à l'épaule. Du coup, je comprends Etienne également sur ce point de vue-là. Pour le coup, on va faire une petite pause BO. On va parler après des films à forte volonté politique, et notamment sur le cas un peu du côté propagandiste de ces films. Mais avant, donc petite pause BO, donc Space Cowboys Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars, and
let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, Et voilà, donc c'était un morceau de Frank Sinatra. Oui, donc le film Space Cowboy. Bah oui, qui nous a envoyés sur la Lune, tous, bien sûr. Et, bien évidemment. Bien sûr. Alors, donc on va revenir sur la toute fin d'émission, sur les films. Sur ces films, donc quand même, sur la conquête spatiale, qui a quand même une forte volonté politique, voire peut-être pas sur certains, mais à l'image donc de la conquête spatiale, finalement, donc la plupart de ces œuvres en fait ont une volonté propagandiste, que ce soit russe. Alors ça se voit beaucoup sur les derniers films qui ont été produits par les Russes, notamment en 2017, on a eu The Spacewalkers et Salyut 7, d'ailleurs qui ont quasiment les mêmes décors. Je pense qu'ils ont fait un 2 pour le prix d'un. Non, mais c'est surtout en fait des films qui produits par Poutine. Bah, en fait, c'est les films qui ont en fait eu droit aux nouvelles taxes au cinéma russe. Et forcément, la plupart des films qui ont eu ces taxes-là, en fait, on remarque en fait que c'est sur les grands événements de l'histoire de la Russie, alors que ça soit communiste, avant, voire même sur la période tsariste. C'est pas ils donnent pas d'argent pour des films sur la liberté des homosexuels? Non, c'est étonnant. Non, Leto n'a rien eu, par exemple. Oh alors, ça alors. Donc voilà, ouais, donc c'est des films quand même qui sont très très propagandistes, qui sont assez lisses, qui montrent surtout qu'en fait la Russie peut toujours s'en sortir quoi qu'il arrive, car ils ont eu des grands hommes et ils en auront toujours. Mais oui. Je vais pas m'attarder là-dessus. Il y a quand même, parce que finalement il y a également de l'autre côté, c'est la même chose. Hein, les films américains, ça a toujours été la même situation. L'étoffe des héros, par exemple, qui montre en fait sur les pionniers en fait de l'espace américain, qui ont été finalement les grands instigateurs de l'évolution rapide finalement de la conquête spatiale américaine, avec notamment le programme de la NASA arrivé en 58 donc. Oui, et d'ailleurs dans le film, la très célèbre scène où on voit tous les astronautes avancer en rang très lentement vers la caméra a été repris des tas et des tas de fois. Des milliards de fois. Une des fois les plus connues, c'est dans Monstres et compagnie, où on voit tous les monstres avancer pour aller faire peur aux enfants. Lentement. En fait, je pense que c'est ce plan-là qui a donné envie à Michael Bay de devenir réalisateur, parce que finalement, il l'a reprise dans Armageddon, mais dans plein d'autres. On a également eu, par exemple, même dans Top Gun ou n'importe quel autre film qui va sur l'aviation, reprend ce plan au ralenti où on voit les pilotes arriver au ralenti. Finalement, c'est un plan devenu iconique. On fait notre boulot, et simplement le fait de faire notre boulot fait de nous des héros et fait de cela quelque chose de badass. Voilà, c'est ça en fait. C'est le côté en fait. Marcher vers son travail. On devient des héros iconiques en fait, parce qu'on va en fait là où l'homme ne l'a pas encore été. Voilà, on le fait de façon professionnelle, américaine. Voilà. On le fait bien et on y va. Avec un petit morceau d'Aerosmith derrière. Enfin, tu vois, c'est.
Mais voilà. Donc N'empêche que tout le monde l'a retenu. Oui, tout le monde l'a retenu. c'est ça. Cinématographiquement, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que finalement c'est un film qui a marqué en fait toute une génération. Je pense L'étoffe des héros de Philippe Kaufman, film sorti en 78, je ne sais plus. Je ne saurais te dire. On va pas peut-être s'attarder là-dessus, c'est pas non plus un énorme film, mais en fait c'est un film qui a marqué toute une génération, mais qui je pense en fait est maintenant assez dépassé. Même si je n'ai rien contre Sam Shepard ni Ed Harris, hein, mais c'est vrai que c'est un film qui 83 pardon. 83, oui. 83, oui. Parfait durant la période réganienne, hein, donc là on est Un petit peu. on commence à arriver là sur non, on va revaloriser nos hommes, nos vrais boys. Comment ça, America First? Mais je vois pas du tout de quoi tu veux parler. 83, 2019, même année, oui, peut-être. Mais non, bref, c'est vrai qu'en plus, on remarque quand même récemment dans le cinéma américain qu'il y a quand même une volonté aussi de mettre en avant également les héros méconnus de l'histoire. Il y a certes eu First Man de Damien Chazelle, mais il y a également eu Les Figures de l'ombre, sorties récemment, donc, qui reviennent sur toute une génération en fait, qui ont été mis aux Oscars de l'année dernière. Voilà, une bande en fait de jeunes scientifiques afro-américaines qui ont bossé pour la NASA, mais en fait qui ont été totalement oubliés en fait dans les recherches et dans les sacrifices, parce que femmes et noires. Ouais, voilà, donc la le doublette. combo perdant. Voilà, malheureusement la fameuse doublette qui, dans une période en plus de ségrégation, il faut pas le rappeler, il faut le rappeler quand même. C'était malheureusement pas joli dans l'histoire américaine. Mais on n'a pas que ça quand même dans ces films un peu qui veulent revendiquer le côté politique. On a quand même aussi ce bon vieux Clint Eastwood, qui est peut-être le vieux dernier dinosaure du grand cinéma américain. J'ai cru que juste avant de parler de Space Cowboy, tu allais parler de Moonraker, le célèbre James Bond où Roger Moore va dans l'espace aussi. Oui. Et absolument. Pour contrecarrer une histoire de conspiration, d'ailleurs dirigée par un personnage qui s'est joué par Michael Londal. Ah oui, bien sûr. Le méchant, c'est Michael Londal dans le film quand même. Avant de se faire moine à Tibérine, oui, voilà. il organisait quelques guerres dans l'espace. Il a organisé quelques guerres dans l'espace avec Requin. Et pourquoi pas? Et Requin qui s'en sort avec la meuf, je sais plus s'ils s'en sortent, mais ils restent à la fin, ils sont heureux. Oui, Requin, oui, c'est possible. Alors qu'il y a une explosion, la station va péter, je crois, mais ils s'en foutent. Non, mais tant qu'ils sont heureux, tu sais, ouais. Tout ce qu'on leur souhaite. Non, mais pour revenir vite fait sur Moonraker, de toute manière, en fait, c'est le producteur de Brocoli, je crois, en fait, ou un des producteurs associés de Brocoli qui a dit Star Wars, c'est génial, il faut faire absolument la même chose avec James Bond. C'est là où je pense que là, ils se sont dit oui, non, c'est bon, on va continuer dans la drogue. Dans la drogue et dans Roger Moore, et ça suffira largement. C'est pas le dernier de Roger Moore avant Timothy Dalton. L'avant-dernier, parce que le dernier, c'est avec l'ennemi qui est campé par Christopher Walken. D'accord. Je sais plus qui si se déroule en vu partie celui-là. à Paris. Je ne crois pas l'avoir vu celui-là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais les derniers de Roger Moore sont pas les meilleurs. Ah non. Alors que finalement, le dernier, il revient un peu plus normal. C'est limite un peu pour faire la transition de ce qui va arriver avec Timothy Dalton. Quoi. Bon, on va arrêter de parler de James Bond parce qu'on n'est pas là pour parler de James Bond. Mais c'est vrai qu'en fait, donc, on a aussi le cas Space Cowboys donc de Clint Eastwood, donc sorti dans la fin des années 90. 99, je crois, oui. Donc, qui est vraiment une comédie, un pur divertissement, mais qui met en avant en fait les héros et en hommage surtout les pionniers de l'espace, parce que finalement ce film revient en fait sur l'histoire en fait d'une bande en fait d'anciens membres d'un projet qui s'appelait Daedalus, un programme test en fait de l'US Air Force pour l'exploration spatiale, et leur espoir en fait de voyage dans l'espace se sont écroulés en 58 avec la création de la NASA, où l'équipe Daedalus en fait est remplacée par un petit chimpanzé. Aujourd'hui retraités, en fait ils négocient leur retour lorsque le satellite de communication russe Icon, dans lequel se trouve un module de commande qui a été conçu par un des créateurs du programme, modifie sa trajectoire et menace de s'écraser sur Terre. Alors, et qu'il y a des bombes, je crois, aussi dans ce module. Je crois qu'il y a une histoire de bombes russes. Parce que, c'est les Russes, donc, tu sais, un peu russe, mais... c'est un peu russe.
Mais bon, du coup, ils y a sont toujours- obligés. En fait, même en 99, il y a toujours. Non, il sorti en 2000, pardon. Ils sont sortis en 2000. Voilà, même à cette période-là, en fait, il y a toujours de la méfiance envers les Russes. Et c'était pareil. En fait, Il y a c'est forcément un Russe qui traîne. et c'est marrant parce que les films sortis en 2017, il y a de la méfiance avec les Américains, notamment Sally Seven. Il fait ah non, faut qu'on les lance, faut qu'on lance le programme de sauvetage 2 semaines avant parce qu'il y a la fusée Challenger qui va partir avant. Et on suppose qu'ils vont prendre la fusée, qu'ils vont prendre la station spatiale. C'est comme si le module de commande était le même pour relier la station spatiale russe et la station, la navette spatiale américaine. Ce que je doute fortement. Bah, c'est le même ouvre-boîte, voyons. Oui, ah oui, Évidemment. Si, même tournevis, cruciforme. Cruciforme, oui. Même couteau l'été, c'est pareil. C'est comme ils disent dans Armageddon, tout ça c'est pareil, c'est made in Taiwan. Oui, voilà, pour aller dans la logique scénaristique à la Michael Bay, tout est d'origine Made in Taiwan. Non, mais on en rigole un peu, mais finalement, c'est un enfin, ouais, j'ai envie de terminer par parler de ce film Space Cowboys parce qu'il est. Parce qu'ils essayent de rester aussi dans une hard science où normalement tout est possible. Exactement. Notamment le plus intéressant et le plus drôle. Enfin, d'ailleurs, le film sert à ça, c'est comment ils arrivent à se réentraîner en tant que petits vieux pour pouvoir partir dans l'espace. Après, ce qui se passe dans l'espace, bon, c'est intéressant, ça sert à terminer le film, mais c'est quand même moins drôle que toute la partie où ils essayent de s'entraîner à refaire tous les tests de vue notamment. Exactement. Et puis il faut rappeler d'ailleurs que dans l'espace, on est obligé d'entretenir son corps parce qu'en fait, vous ne subissez pas de gravité. Vous ne subissez pas en fait les différentes contraintes que le corps puisse avoir et qui est habitué à avoir ces contraintes. Donc forcément en fait votre corps va s'atrophier. Et vous pouvez mourir facilement si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice. Les astronautes dans la station spatiale passent le plus clair de leur temps à faire du sport. Ils font au minimum 2 heures par jour. Minimum 2 heures de sport par jour, mais certains en font beaucoup plus. Oui. Et ça leur, enfin aussi, même malgré ce sport, en fait, ils ont une perte de calcium dans les os. Exactement. Ce qui fait que quand ils reviennent sur Terre, ils peuvent avoir 5 à 10% de leur masse osseuse qui disparaît. Et donc évidemment, au bout d'un moment, quand tu restes trop longtemps dans l'espace, tu peux clairement mourir. Voilà. Et ça, heureusement, on en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais heureusement, nous sommes encore à peu près protégés des rayons nocifs du soleil qui nous irradient complètement dans l'espace grâce à la magnétique terrestre. Mais à part ça, c'est vrai qu'on ne peut pas rester quasiment plus de 6-9 mois sans avoir de vrais gros problèmes de santé. Ouais. C'est vrai que d'ailleurs, dans Gravity, c'est assez balèze de voir Sandra Bullock tout le temps sans le casque de protection, alors que quand même, je pense que le soleil, il doit taper un peu violemment. Il faut quand même rappeler que dans Gravity, il y a quand même très peu de choses qui sont réalisables. Oui, c'est ce que j'allais. Non mais la meuf qui passe de son vaisseau jusque dans une station spatiale, je sais plus si c'est la station chinoise. C'est la station chinoise grâce à un extincteur. Ouais. Non mais les mecs, ils savent qu'il n'y a pas de gravité, donc dans une station spatiale, ton extincteur n'a pas beaucoup de recul. C'est fait exprès, ça a été calculé pour. Oui. Donc c'est complètement du grand n'importe quoi. Narrativement, ce film est quand même ridicule. Oh, oui. Ne l'oublions pas. Mais ça reste un bon divertissement. Ça reste un bon divertissement et surtout une prouesse cinématographique de la part d'Alfonso Cuarón. Exceptionnel, ouais. Je vous conseille de voir les making-of sur Gravity, c'est assez impressionnant. Parce que justement, je trouve quasiment, et tant mieux que ça se passe dans l'espace, parce que la façon de faire le film est tout aussi, par rapport au reste des techniques cinématographiques, est tout aussi spatial en fait que le sujet qu'il représente, parce que Sandra Bullock en fait a réellement joué dans une espèce dans l'eau, souvent dans l'eau, et en fait dans une bassin. Espèce de boîte en fait modulable qui est en fait donc elle était jamais au sol, hein. Elle a jamais été au sol durant tout le tournage. Ouais. Elle était dans une boîte verte et c'est en fond vert en fait qu'Alfonso Cuarón a rajouté tout l'espace. C'est hyper impressionnant. C'est très impressionnant, oui. Complètement ça, c'est clair. impressionnant. Donc du coup on termine cette émission là-dessus, d'ailleurs avec un petit morceau issu de First Man composé par Justin Hurwitz qui a plutôt fait du bon travail d'ailleurs là-dessus. On revient donc la semaine prochaine pour terminer notre cycle sur la conquête spatiale et on parlera de l'infini et de l'au-delà, on va dire ça comme ça. On parlera de Mars, on parlera un petit peu aussi des volontés en fait sur le fantasme de la conquête spatiale dans le futur proche, voire plus éloigné à travers notre cinéma. Enfin, à travers notre cinéma, à travers le cinéma mondial. Sur ce, donc, on s'arrête là-dessus. Salut Antoine. Salut. Salut Thomas à la régie et à la semaine prochaine.